Tome 2, chapitre 4. Une coutume spécifique à Kangoulou veut que le dernier dimanche des mois impairs, la population se retrouve sur la place du marché, afin de régler publiquement les problèmes qui fleurissent tout au long de la vie quotidienne. Très tôt le matin, des groupes commencent à se constituer, soit par empathie dans le but d'échanger des informations et les dernières nouvelles de la famille, soit en fonction des sujets de discorde. Chacun apporte sa natte tressée de paille et d'écorce et manifeste son souhait de participer à une controverse en la déposant à terre, selon un protocole très précis. Les protagonistes et leurs témoins forment un premier rang circulaire. Le deuxième et le troisième cercle sont strictement réservés aux personnes n'ayant aucun lien de parenté avec les rivaux. Toutes ces personnes, les seules assises au sol, peuvent s'exprimer. Autour viennent s'agglutiner les curieux spectateurs toujours turbulents qui ne se privent pas d'applaudir, de rire, de siffler, de chahuter bruyamment et de brocarder l'un ou l'autre par des quolibets cocasses et farceurs. Les conversations, souvent très animées, vont bon train. Presque tous les domaines peuvent être abordés. J'y ai entendu des femmes apostrophant leur mari volage ou fainéant, prenant à témoin leur voisine. Des hommes reprochant à leur épouse de négliger la propreté de la concession. Deux agriculteurs réglant un litige de partage d'eau d'irrigation. Des parents demandant des précisions au maître d'école au sujet d'une punition infligée à leur enfant. J'ai moi-même dû m'expliquer, tout au début de ma présence au village, sur mes intentions réelles. Certains pensaient que j'étais un journaliste en reportage et craignaient que j'utilise les photos prises çà et là sans leur autorisation. L'intervention de Mandjakou mit rapidement fin à leurs inquiétudes, et cette explication publique stoppa net toutes les rumeurs à mon égard. Elle accéléra sans aucun doute mon intégration dans le village. Les sujets qui concernent les traditions cultuelles demeurent néanmoins l'apanage des anciens, et leur simple évocation est un tabou que nul n'oserait transgresser. Mandjakou n'a jamais consenti à me les révéler. J'ai cependant pu deviner que les dates, les contenus et le choix des masques des rites d'initiation, par exemple, n'appartenaient qu'à un groupe très réduit d'anciens, dont le guérisseur de Kangoulou et bien entendu Mandjakou. Le maire, le chef de village et les divers responsables se font un devoir d'être présents lors de cette rencontre bimestrielle exceptionnelle. Leur absence ne serait pas comprise, et leur coûterait sans doute la confiance de tous. J'ai constaté que les griefs qui leur étaient formulés pouvaient prendre des tournures véhémentes, toujours accompagnés de gestes théâtraux, de grandiloquences exagérées, de mimiques tragiques ou comiques, mais jamais je n'ai noté de violence physique ni de débordements verbaux. Le respect est constamment resté de mise. Toutes ces diverses polémiques finissaient bien des fois par une franche rigolade, l'embrassade fougueuse et applaudie des couples, une poignée de main qui valait accord définitif, et les moqueries affectueuses dont ne se privaient pas les témoins. C'est un exercice de défoulement et de conciliation, me dit Mandjakou. C'est ici que trouvent leur solution la plupart des problèmes de voisinage, les conflits de toutes sortes. Les tensions s'apaisent, la cohésion du village en sort renforcée. Aucune discussion ne se termine sans un accord. Le fait que l'arrangement conclu soit public est une garantie qu'il sera respecté. Voilà pourquoi chacun accepte de jouer le jeu. Cependant, ne crois pas que les débats ne portent que sur des différends. On vient également pour le plaisir d'être ensemble, pour danser, bavarder, pour faire la fête. En fin de matinée, dans un brouhaha indescriptible, la place se transfigurait en un forum coloré et joyeux, où les femmes se trémoussaient, s'interpellaient à tout bout de champ, où les enfants imaginaient des jeux mouvementés, singeaient les adultes qui faisaient mine de vouloir les attraper et les châtier, puis s'enfuyaient, criards comme une compagnie de pintades, rigolards et moqueurs. Tous les musiciens du village sortaient leurs instruments. S'apostrophant l'un l'autre, ils se lançaient des défis musicaux, entouraient les danseuses, provoquant des facétieux. Déjà vers les 11 heures, des étals chamarrés de pagnes multicolores surgissaient en périphérie. Une ribambelle de jeunes filles, coiffées de tibalets, de tresses vanille, de mèches, et pour les plus patientes de tissage, s'y affairait, préparant le déjeuner collectif. Du riz toujours, des légumes et du poulet parfois, en fonction de ce que chacun avait pu donner. Mais tout était mis en commun et personne ne se serait avisé de comparer l'apport des uns et des autres. Ces femmes rivalisaient d'invention pour apprêter quelques nouvelles sauces goûteuses et bien pimentées, s'esclaffant aux allusions grivoises de l'une d'entre elles.
gesticulant comme des abeilles besogneuses autour de la ruche. Seul le dolo, servi exclusivement aux hommes, était à la charge du maire. Ce dernier savait donner de sa personne en cette occasion, et peu d'une fois, il fallut le ramener chez lui en soirée, dans la brouette du gendarme. L'instinct de sacrifice, ça ne se commande pas, répétait-il à sa femme, qui le recevait avec mauvaise humeur. Chaque scène vécue fut pour moi un plaisir inoubliable. Le côté naturel, la spontanéité des interventions, l'inventivité de cette comédie souvent rocambolesque, l'humanité simple et palpable qui se dégageait de toutes ces personnes m'ont profondément ému. En même temps qu'ils furent pour moi une belle leçon d'humilité. Que les responsables de Kangoulou non seulement participent, mais encouragent cette forme directe de démocratie m'interpellait, tellement les pratiques de nos politiques en France me paraissaient à des années-lumière de ces comportements. Je m'en suis ouvert à Mandjakou. Vos partis politiques et leurs responsables vous ont volé la démocratie. Qui chez toi peut espérer se présenter à une élection avec de réelles chances d'être élu s'il n'est pas membre d'un parti, ou tout au moins soutenu par un parti? Personne. Sauf éventuellement aux élections municipales dans les petits villages. Les débats politiques sont chez vous des joues oratoires, du cirque. Chacun déforme, détourne, dénature les propos de l'autre, au lieu de tenter de comprendre et de chercher mutuellement ce qui peut faire avancer l'intérêt général. Chacun croit posséder la vérité et n'accepte pas que l'autre puisse en avoir une part. C'est grotesque. Pardonne-moi d'être aussi direct, et bien éloigné de la démocratie. Alors ceux qui veulent nous donner des leçons doivent savoir le peu d'impact que leurs discours prétentieux ont aujourd'hui sur la population africaine. Je ne dis pas que cet exemple de démocratie locale peut se généraliser à la gouvernance d'un pays, mais son extension aux villages et aux quartiers des villes remettrait un peu de modestie chez vos politiques, de clairvoyance dans leur jugement et, à n'en pas douter, de respect mutuel dans la vie politique. Malheureusement, ce que je te dis là est tout aussi valable pour les responsables politiques de nos pays africains, sur lesquels le colonialisme a déteint de la bien plus mauvaise des manières. Je n'ai pas répondu à Mandjakou. J'étais venu à Kangoulou pour apprendre, et non pour entamer un discours, encore moins une polémique politique. La vie de Mandjakou était tranchée, sans nuance, mais je lui trouvais beaucoup de lucidité, et une fois de plus, je sentais derrière ses paroles caustiques et expéditives toute l'amertume et le désarroi d'une population africaine fataliste et impassible, mais probablement plus pour très longtemps. Au cours du repas ce dimanche-là, je m'étais éloigné de Mandjakou. Tous mes amis de Kangoulou étaient venus. Je me faisais un devoir, mais surtout un plaisir, de les rencontrer et de parler avec eux. Je me régalais de ces conversations, comme d'un succulent dessert. Toujours chaleureux, amicaux, malicieux ou gosseurs, taquins souvent, palabrer était pour un besoin, une nécessité, comme une seconde nature. Chaque contradiction apportée était comme un défi dont ils s'emparaient avec délectation, avec frénésie, avec gourmandise. Ils m'ont fait cadeau de cette appétence. Loin de l'Afrique, je suis en manque de ce partage si particulier, si mutuellement respectueux, si riche d'humanité. L'après-midi s'étant bien avancé, je cherchais Mandjakou. J'avais un peu abusé du dolo et je ressentais un besoin de repos, d'autant plus nécessaire que le lendemain, je partis pour une longue marche en brousse. J'avais réussi à convaincre Zoroastre de l'accompagner dans une de ses quêtes d'herbes et de plantes médicinales. Il n'était pas question pour moi de rater ce rendez-vous. C'est Aminata, l'une des jeunes cuisinières, qui finit par m'indiquer où le trouver. Il était assis à terre, légèrement en hauteur, à l'extrémité nord de la place du marché. Je l'y rejoignis. « Observe la beauté de ces gens, me dit-il. » Surpris, je suivis son regard. Il examinait avec considération un groupe de femmes et d'hommes qui s'apprêtaient apparemment à quitter les lieux. Je ne connaissais aucun d'entre eux. Il s'agissait probablement de personnes de passage, étrangères au village. Des métisses, vu la couleur assez claire de leur peau. « Depuis quand t'intéresses-tu au physique des gens ?»« L'attrait physique n'est qu'une apparence. Je te concède que ces jeunes gens et ces jeunes filles ont des corps d'une grande finesse, d'une belle élégance et d'une sensualité discrète, mais incontestable. Voilà donc un cas où nous avons tous les deux le même sentiment de beauté. Mais ils ont bien plus. Ils ont la beauté. Alors que nous avons de grandes difficultés à partager nos cultures, à nous accepter avec nos différences, regarde, ils sont la pierre philosophale, la transmutation de 2 ou plusieurs cultures, riches d'une nouvelle humanité. Ils sont l'espoir, ils sont l'avenir,
Ils inventeront demain, au mépris des nationalismes timorés et frelatés. Ils enverront aux oubliettes de l'histoire les calamiteux et tous ces orgueilleux qui dirigent encore le monde. J'approuvai. La fatigue dessinait sur le visage de Manjakou des arabesques capricieuses, ternissait ses traits, voûtait son dos endolori. Rentrons, Manjakou, il va se faire tard. Il me revient en mémoire un poème que je t'ai déjà récité. Métis, t'en souviens-tu? Rappelle-le-moi, cela nous fera une belle conclusion pour cette agréable journée. Née au croisement de sentiers multicolores, métisse, radieuse et souveraine, fleur étincelante de paroles écoutées et de gestes partagés, tu distilles l'essence délicate des songes visionnaires, chamarrant le ciel de demain de pourpre et d'azur, imprégnant les vents de tes parfums mystérieux. Ta beauté troublante, drapée de soies évanescentes, enflamme le tableau d'un nouveau monde florissant. Riche de survivance et d'aurores éblouissantes, de ta palette de lumière surgissent à foison ces plantes profanes aux odeurs sauvages qui nourrissent les jardins des sages et des griots et bornent les chemins escarpés de leurs prophéties. Quand nos âmes infécondes, poétesses maudites, griffent sur les murs vieillis de leur prison d'orgueil la complète oppressante des chants stériles, sourdes aux sanglots feutrés de nos vies gaspillées, suintantes au fond des puits secs de l'insouciance, quand seule la tristesse des vieilles certitudes répond, désuète et pitoyable, en écho agonisant, au gémissement indigné de la terre saccagée. Ces feuilles, devant le miroir cassé de mon imagination, la corolle luminescente de ton calice embrasé. Soudain, à mes yeux fascinés, surgit l'évidence du berceau de ces enfants que tu nous promets, nourris de ces cultures brassées à nouveaux prodigues qui imagineront l'éternité et l'humanité réconciliées. Manjakou hochait la tête d'approbation. Il souriait. Il avait posé sa main droite sur mon épaule et nous marchions côte à côte, comme de vieux amis. Jamais je n'avais senti nos âmes aussi proches. Un orage court, mais extrêmement violent, venait de s'abattre sur Kangoulou. La terre dévoreuse et vengeresse absorbait les trombes d'eau déversées. Scarifiée de traînées de boue, la rue principale du village vomissait des bulles d'air emprisonnées dans la gadoue. Il n'était pas question de s'y aventurer pour l'instant. On se serait enfoncé jusqu'aux chevilles. Je remis donc ma visite à Manjakou d'une heure. Le sol serait suffisamment asséché pour permettre une sortie. J'en profitai pour relire mes notes. Dans bien des cas, Manjakou avait répondu partiellement à mes questions. Je m'encourageais à l'inviter avec détermination à pousser plus loin ses confidences. Je savais pourtant qu'il n'en ferait qu'à sa tête. Il avait ses raisons, et bien que je les ignore, je devais les respecter. Mais je me promis de tenter ma chance malgré tout. À l'extérieur, une nuée de femmes et de bambins s'activait dans la rue. Les enfants, pieds nus, s'amusaient à attraper à l'aide de filets de fortune les termites accumulés autour du vieux et unique lampadaire de Kangoulou. Lampadaire à énergie solaire offert par l'administration lors de l'unique et mémorable visite du préfet de région quelques mois auparavant. Les femmes s'affairaient à remettre en état la chaussée, armées de dabas, de cartons improvisés en pelles et pioches. Là, combler un trou, ici aplanir les vagues boueuses durcies ou égaliser le sol avec un râteau pour les mieux équipés, une planche de bois ou même leurs semelles pour d'autres. Un travail harassant, dont les hommes étaient absents. Je m'en étonnais. Dès que je pus rejoindre Manjakou, je l'apostrophai. Comment justifies-tu cette habitude de confier exclusivement aux femmes la servitude épuisante de remettre en état les rues défoncées par la pluie? T'es-tu seulement posé la question de savoir si les hommes n'en faisaient pas autant dans les champs? Le travail est encore plus compliqué. Les conséquences de ces pluies peuvent être dramatiques. Sans doute ont-ils rejoint leurs parcelles de terre cultivées avant même la fin des intempéries pour éviter des dégâts trop graves. Il ne s'agit probablement que d'une juste répartition des tâches. Puis il avait ajouté avec malice. Tourne cette fois ta langue dans la bouche avant de parler, il me semble que c'est un proverbe de chez toi, non? J'avais mérité cette admonestation. Comme un enfant prit les doigts dans le pot de confiture, je me tus un peu vexé. Manjakou m'observait, un petit sourire affectueux au coin des lèvres. Je ne voulais pas m'en tenir là, il le pressentit. Je sens que tu as d'autres interrogations. Vas-y, je t'écoute. Ne me dis pas que les femmes et les hommes de Kangoulou vivent sur un pied d'égalité, ne serait-ce qu'en raison de l'excision dont sont victimes encore trop de gamines. C'est bien l'excision d'Adiambo qui est à l'origine du drame de la vie de Mab, tout de même.
Mandjakou s'était soudain redressé. Des tics nerveux labouraient son visage. Le souvenir des malheurs d'Adiambou lui était très douloureux, presque insupportable. Ce n'était pourtant pas la première fois que nous évoquions cette période de la vie du village. Les femmes de Tchèque Alibab, père d'Adiambo, lui-même farouchement opposé à l'excision, avaient profité de son séjour pour raisons professionnelles à la capitale Adougou. Elles avaient organisé, avec des complicités extérieures, la cérémonie d'excision de la jeune fille. Celle-ci avait deviné ce qui se tramait dans son dos, mais trop tard. Elle n'avait pu que subir. Mandjakou, qui aimait Adiambo comme sa fille, se reprochait de n'avoir rien vu venir. Une plaie s'était ouverte dans son âme, trop profonde, trop douloureuse pour guérir, même avec les soins de son ami Zoroastre. Tu as raison sur ce plan-là. Cette idée que chaque femme soit la propriété d'un homme est exaspérante et haïssable. C'est l'exact contraire de l'amour. Malheureusement, les mères participent souvent et activement à la mutilation de leurs filles dans le but de leur garantir un bon mariage sous la pression d'un système social qui reste exclusivement patriarcal. C'est l'affaire des femmes, m'a-t-on brutalement rétorqué lors des réunions des sages de Kangoulou, dont j'ai été l'initiateur après le drame d'Adiambo. C'est une façon pitoyable de vouloir se dédouaner, quand on sait par ailleurs que ce sont les mêmes qui refuseront d'épouser une femme non excisée. De quoi s'agit-il en vérité? De supprimer le plaisir sexuel des femmes, afin de prévenir la sexualité extra-conjugale, avant ou après le mariage? Tout cela pour garantir la reconnaissance de paternité? Je ne vois là qu'une piètre et déplorable tentative d'explication. En aucun cas la moindre amorce de justification. Quelle incommensurable lâcheté! Il est tellement plus facile de s'attaquer à autrui, plutôt que de mettre en cause ses propres pratiques et son propre comportement. N'est-ce pas plutôt une peur face au pouvoir que seules les femmes possèdent, celui de donner la vie? Mais chercher une justification, c'est déjà supposer qu'il peut y en avoir une. Il n'y en a pas. Comme le viol, l'excision est un assassinat. La femme qui survit à l'un ou à l'autre n'est plus celle d'avant. Celle-là a disparu. Ces actes devraient être jugés comme des crimes et pas autrement. Mandjakou proférait une de ses fréquentes catilinaires quand le sujet le révoltait ou lui tenait très à cœur. En même temps, il évacuait la douleur de ce sentiment de culpabilité. Il n'arrivait toujours pas à se pardonner l'excision d'Adiambo, dont il se croyait responsable en l'absence du père. Aussi je ne l'interrompis pas. Et ne me donne pas de leçons. Je n'avais strictement rien dit. L'ablation du clitoris était pratiquée pour de fumeuses raisons médicales au XIXe siècle jusqu'au début du XXe en Angleterre, comme aux États-Unis. Faut-il évoquer aussi l'infibulation des petites lèvres au prétexte d'éviter la masturbation? La sauvagerie est universelle. Il faudra attendre les années 80 pour que le Parlement anglais criminalise l'excision, et 10 ans de plus pour les États-Unis d'Amérique. Quant à la France, je crois savoir qu'elle ne réprimait pas encore récemment les excisions faites sur des enfants. Maintenant, si tu souhaites parler du rôle des femmes dans notre société, c'est autre chose. On en discutera, mais une autre fois. Mandjakou était en colère. Je me le reprochais, je n'avais pas voulu sciemment le provoquer. Il m'avouera plus tard qu'il l'avait parfaitement compris, et qu'il ne m'en avait pas tenu rigueur. Il était très difficile d'aborder certains sujets avec Mandjakou de façon posée et contradictoire. Je devinais alors de vives blessures internes. Je ne savais rien du parcours de Mandjakou, toujours resté très discret sur sa vie personnelle. Je profitais parfois d'un échange, à propos d'une poésie par exemple, pour subrepticement l'inciter à quelques confidences. Mais Mandjakou avait l'esprit trop fin pour ne pas anticiper mes ruses et recentrer nos propos sur l'essentiel, les autres. Il aura fallu que je reprenne les notes de nos conversations pour réaliser aujourd'hui que Mandjakou parlait exclusivement des autres, jamais de lui-même. En tout cas pas de façon intime. Il était tard. Je n'étais pas pressé. Mon départ approchait et j'éprouvais un besoin irrépressible de me fondre encore et encore dans l'atmosphère de ce bout d'Afrique où je découvris une part de source de mon existence. Je pris donc la direction du Marigot vers le sud du village, d'où je pourrais atteindre la partie opposée de Kangoulou, à travers les champs, probablement encore humides et parfumés aux senteurs de la terre. J'avançai lentement et inspirai amplement et profondément pour emmagasiner cette odeur d'Afrique et pouvoir la conserver le plus longtemps possible, une fois loin d'ici. Au détour d'un méandre, au fait d'un léger monticule, une magnifique antilope, sans tout un cope de buffon, m'observait avancer. Elle ne bougeait pas, ne paraissait pas effrayée par ma présence.
Je m'approchai encore. À une dizaine de mètres d'elle, étonné, je m'arrêtai. Elle redressa la tête. Nos regards se croisèrent. S'offrait à mes yeux subjugués la beauté dans toute sa simplicité, la tranquillité d'une confiance partagée. Je continuai mon chemin. L'animal ne faisait aucun mouvement, se contentant de me suivre d'un regard calme et serein. Je ne cessai de l'observer, marchant à reculons, pour profiter aussi longtemps que possible de ce dialogue inattendu. Je balbutiai enfin mes premiers mots dans ce langage originel, le langage de la terre, dont Manjaku me parlait si souvent. Je rentrai, heureux comme un enfant récompensé. Fin du chapitre 4 du tome 2.